Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de cette édition, Monseigneur Podro, décédé le 9 janvier dernier en Suède, a été inhumé à Lomé ce 1er février, de précision dans ce journal. Aussi, le Togo va actualiser sa législation sur les activités liées aux armes, ceci en passant par des contrôles plus stricts, des détentions individuelles et collectives d'armes. Nous y reviendrons. À l'international, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une décision qui a suscité de nombreuses réactions. Le Premier ministre du Burkina, Apolline Joachim Kellem de Tambela, a déclaré que cette décision a été prise après une réflexion de précision dans son instant. Puis l'Union européenne annonce une nouvelle initiative pour la sécurité maritime. Une mission navale baptisée Aspides sera lancée en mer Rouge pour protéger les navires contre les attaques de militants houthis du Yémen et assurer la sécurité des échanges commerciaux. On y revient. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Monseigneur Podro est conduit à sa dernière demeure ce jeudi 1er février. Décédé le 9 janvier en Suède, il a été rapatrié et inhumé à Lomé. Une messe a été dite à l'occasion à la paroisse Cristo Risorto. Le commentaire de Kofi Clégué avec les images de Léopold Eco. L'archevêque émérite, Monseigneur Kossi Fanoko Philippe Podro, est conduit à sa dernière demeure ce 1er février après une messe dite à la paroisse Cristo Risorto de Lomé. Décédé le 9 janvier en Suède, Philippe Fanoko Podro, après ses études sacerdotales, a été ordonné en décembre 1959. En 1976, il est nommé évêque d'Atakpamé. Décembre 1992, Philippe Podro est nommé archevêque de Lomé et préside la conférence des évêques. Monseigneur Philippe Fanoko Podro n'a pas été comme religieux. Son entrée en politique a été suite à sa nomination comme président du Présidium de la Conférence nationale souveraine en 1991. Et il prendra la tête de l'Assemblée nationale provisoirement jusqu'en 1994. Il a été aussi président du Haut Conseil de la République. En 2019, il a été instigateur d'une coalition de partis politiques et de sociétés civiles qui porte son nom, Dynamique Monseigneur Podro, pour désigner Agbeyome Kodjo comme candidat à la présidentielle de février 2020. Homme religieux ou homme politique, il a laissé des souvenirs. Beaucoup de souvenirs. J'ai connu Monseigneur étant président de la conférence nationale souveraine en juillet 1991. Après, quand il fut président du Haut Conseil de la République, en tant qu'observateur assidu à cette institution de la transition, j'assistais à des séances. Donc je gardais de l'homme quelqu'un qui était déterminé à ce que le Togo devienne un véritable état de droit. De Monseigneur Philippe Fanoko Podro, je l'ai connu après sa retraite, surtout dans les mouvements, surtout de l'Église. Quand il prêche, la fougue avec laquelle il prêche, sa détermination, comment il choisit ses mots. Il ne prêche jamais sans utiliser le latin. Cela me marque essentiellement. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de lui. Malgré qu'il soit vieux, il tient toujours. Il est toujours fort à tout moment. Quand il parle avec une fougue, une ardeur, une ténacité. Il est un homme expérimenté. L'inhumation a eu lieu dans une stricte intimité familiale et ecclésiale. Dans un contexte international et régional marqué par l'insécurité, le Togo va actualiser sa législation sur les activités liées aux armes. Ceci en passant par des contrôles plus stricts, des détentions individuelles et collectives d'armes. Le récit de Bernard Quinvy.
Dans un contexte international et régional marqué par de multiples menaces sécuritaires, le Togo veut renforcer davantage ses moyens de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes et munitions. Il s'agira pour le pays de disposer des mesures visant à permettre aux services compétents de mieux contrôler les activités liées aux armes. L'initiative devrait conduire en effet à un contrôle plus rigoureux de détention d'armes à feu, répondant aux exigences des normes régionales et internationales en matière de sécurité. Rappelons que l'Afrique de l'Ouest assiste ces dernières années à l'évolution des conflits locaux et transfrontaliers qui se multiplient au travers de la création de groupes armés, notamment des groupes extrémisme violents. Cette tendance est facilitée par la présence et la prolifération des armes conventionnelles illicites, notamment les armes légères et de petit calibre. En 2022, par exemple, plus de 1500 armes légères ont été brûlées au Togo par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Ces armes incinérées ont été remises volontairement par les Togolais sans être inquiétés. Une campagne de sensibilisation liée à l'assurance maladie universelle a été déployée sur l'étendue du territoire national. L'objectif est d'outiller la population togolaise dans l'accès aux informations et aux soins liés à l'assurance. D'autres précisions dans cet élément de Félicité Chakla. Le Togo a récemment mis en œuvre l'assurance maladie universelle le 1er janvier 2024, une initiative visant à garantir l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation socio-économique. Le programme géré par deux organismes clés, l'Institut national d'assurance maladie INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, repose sur un taux de cotisation de 10% partagé entre les travailleurs salariés et leurs employeurs. Le lancement de l'assurance maladie universelle s'accompagne d'une campagne nationale d'information déployée dans tout le pays. Cette initiative vise à éduquer la population sur les modalités et les avantages de l'assurance maladie universelle tout en encourageant le dialogue en recueillant les préoccupations et les suggestions des citoyens. Le carnet de soins, élément central de l'assurance maladie universelle, va assurer le suivi personnalisé des bénéficiaires et faciliter l'accès aux services maladies médicaux. Grâce à l'assurance maladie universelle, une gamme complète de soins couvrant des services médicaux de base aux interventions plus spécialisées devient accessible à un coût abordable. Pour renforcer cette initiative, le Togo a investi dans l'amélioration des infrastructures de santé, la formation du personnel médical et l'approvisionnement régulier des médicaments essentiels. La centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, Cameg Togo, contribue à garantir la disponibilité constante des médicaments nécessaires. Pour rappel, cette avancée vers une assurance maladie universelle s'accompagne d'une campagne de sensibilisation intensive. Le gouvernement encourage la participation active des citoyens pour assurer le succès continu de ce programme, transformant ainsi le paysage de la santé au Togo. Le Togo renforce sa résilience climatique en annonçant des projets d'infrastructure et d'urbanisme afin d'atténuer les risques d'inondation dans les zones à haut danger. Les précisions. Dans un contexte mondial où le changement climatique exerce des pressions croissantes sur les pays, le Togo s'engage à prendre des mesures cruciales pour atténuer les risques d'inondation, particulièrement dans les zones à haut danger. En effet, le gouvernement togolais a annoncé des initiatives, notamment la construction de caniveaux, de ponts, de systèmes de drainage et de collecteurs exutoires dans le but de renforcer la résilience des communautés face aux phénomènes climatiques extrêmes. Des projets d'urbanisme et d'habitat sont également prévus, avec des aménagements dans plusieurs quartiers de Lomé et de l'intérieur du pays. Ces projets seront accompagnés d'ouvrages d'assainissement visant à minimiser les impacts des inondations. Il est essentiel de souligner que si les autorités ont leur part de responsabilité, certains comportements individuels, comme le fait de jeter des déchets dans les caniveaux et les égouts, la déforestation ou le drainage inadéquat, contribuent également de manière significative aux problèmes d'inondation. La lutte contre les inondations nécessite une approche globale, engageant à la fois les autorités gouvernementales et les citoyens. Outre la mise en place de mesures de prévention, l'adoption de pratiques responsables par la population est essentielle pour bâtir une résilience collective face à ce défi majeur.
Au-delà de nos frontières, les réactions sont multiples suite à l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Ainsi, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kélé Tambelma a justifié la décision de mûrement réfléchir. Les précisions dans ce qui suit. Depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une vague de réactions secoue l'Afrique. Si cette décision était déjà prévisible au vu des événements juste après le coup d'État au Niger, elle a pris plus de temps que prévu. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Les autorités estiment que l'organisation s'est déviée de ses objectifs principaux. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. La CEDEAO est également accusée de non-assistance dans la lutte contre les attaques terroristes dont sont victimes les 3 pays. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Les autorités ont lancé des appels à des rassemblements d'ampleur dans les jours à venir pour soutenir leurs décisions dans les capitales des 3 pays. Puis ce mercredi, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine Naledi Pandor a déclaré qu'Israël ignorait la décision de la Cour internationale de justice concernant la prévention de tout acte de génocide à Gaza. Elle a dénoncé que dans le but de mettre fin au massacre de civils par Israël dans la bande de Gaza, l'Afrique du Sud allait désormais envisager de proposer d'autres mesures à la communauté mondiale. Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, a déclaré qu'Israël a déjà ignoré la décision rendue la semaine dernière par le plus haut tribunal des Nations Unies. En effet, quelques 700 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans les jours qui ont suivi la décision de la Cour internationale de justice, selon les chiffres du ministère de la Santé de l'enclave. Je crois qu'Israël a ignoré les décisions de la Cour. Des centaines de personnes ont été tuées au cours des 3 ou 4 derniers jours. Il est clair qu'Israël croit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Le monde doit donc réfléchir parce que nous devons répondre à la question que pouvons-nous faire pour empêcher de tels actes de se produire, pas seulement avec Israël, mais avec n'importe quelle autre région dans le monde. La chef de la diplomatie sud-africaine affirme avoir demandé au procureur de la Cour pénale internationale pourquoi un mandat d'arrêt n'a pas été émis contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je lui ai demandé pourquoi il avait pu émettre un mandat contre M. Poutine et pourquoi il ne pouvait pas le faire contre le Premier ministre israélien. Il ne pouvait pas répondre et n'a pas répondu à cette question. Mais j'ai lu certaines de ses paroles selon lesquelles les enquêtes sont toujours en cours et jusqu'à leur conclusion, il ne peut pas se prononcer sur cette question. La décision préliminaire du tribunal dans l'affaire sud-africaine accusant Israël de génocide lors de son offensive militaire à Gaza a ordonné à l'État hébreu de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide contre les Palestiniens. L'Union européenne prévoit de lancer une mission navale nommée Aspides en mer Rouge afin de protéger les navires des attaques des militants houthis du Yémen et de sécuriser les échanges commerciaux. L'initiative s'écarte de la mission menée par les États-Unis. D'autres précisions dans ce qui suit. Les États membres de l'Union européenne s'apprêtent à lancer une mission navale en mer Rouge d'ici la mi-février afin de protéger les navires contre les attaques des militants houthis du Yémen, a annoncé mercredi Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Nous sommes tous concernés par le trafic via le canal de Suez. De nombreuses entreprises européennes nous demandent de le faire parce que leurs modèles commerciaux en souffrent énormément. Ces modèles souffrent de la forte augmentation des coûts et de la nécessité de descendre jusqu'en Afrique du Sud et de ensuite faire tous les trajets jusqu'en Europe. Cela affecte les coûts, cela se répercute sur les prix et donc sur l'inflation. Il est donc naturel pour nous d'essayer d'éviter ce risque. Cette nouvelle route passant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pourrait créer des opportunités pour les pays africains qui pourraient bénéficier de l'augmentation du trafic maritime. Lors d'une conférence, le ministre des Affaires étrangères iranien a averti que l'escalade d'un conflit armé pourrait aggraver la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Orient déjà en proie au conflit entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, il a exprimé des critiques ouvertes à l'Occident, déplorant leur soutien à Israël qu'il qualifie d'aveugle reportage. S'exprimant lors d'une conférence sur les relations étrangères à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré dimanche qu'un conflit armé est susceptible d'aggraver davantage la situation sécuritaire de la région en proie à la guerre entre Israël et le Hamas. L'unilatéralisme de l'Occident dans son soutien aveugle et inconditionnel à un régime illégitime d'apartheid et d'occupation a anéanti toutes les réalisations des humains dans le domaine du multilatéralisme et du droit international. Depuis le début de la crise, nous avons clairement déclaré que la guerre n'était pas la solution et qu'elle pourrait détériorer la sécurité de la région. Cela nous nuirait à tous. Peu après l'attaque meurtrière du Hamas en octobre et la réponse d'Israël, l'Iran a appelé l'Occident à forcer l'État hébreu à arrêter sa campagne militaire à Gaza, menaçant d'étendre la guerre à d'autres parties de la région. Et puis ce jeudi, à l'entrée du port d'Achod, ils étaient des dizaines de manifestants à s'opposer à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Suivons plutôt. Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant l'entrée du port d'Ashdod en Israël pour s'opposer à l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les manifestants ont bloqué les camions pour les questionner sur la destination de leurs marchandises, bien que les Nations Unies aient demandé à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide par le port. Je sais que cette guerre devient de plus en plus longue et qu'elle met en danger nos soldats et nos enfants à cause de tous ces camions qui entrent dans Gaza. Dès les premiers jours de guerre, Israël a interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Ainsi, le conflit a déclenché une catastrophe humanitaire. Bien qu'il ait cédé sous la pression des États-Unis, le volume d'aide reste insuffisant. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.